parlait des applicatifs, et bien tout ce qui concerne les données non structurées, par définition, par essence, ou qui seraient totalement normalisées, et bien ça va directement dans des applicatifs qui peuvent être mis en cloud. Ça, c'est facile. On parlait des enjeux qui sont de plus en plus stratégiques pour l'entreprise aujourd'hui, Jean-Michel. Chez Intrinsèque, vous avez aussi évidemment l'avantage de regarder et d'analyser les avantages du cloud, des services cloud, mais aussi scruter plus précisément aussi les difficultés en termes de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la sécurité informatique, c'était le cœur de métier historique d'Intrinsèque, donc évidemment on a pas mal à dire sur la partie sécurité. Aujourd'hui, en fait, nous, le premier frein qu'on rencontre, c'est pas tellement l'aspect sécuritaire pour nos clients, c'est déjà la connaissance des principes du cloud, c'est-à-dire globalement comment ça va se passer. Surtout qu'on est sur des offres en fin de compte qui visent à mettre sur le cloud des SI partiels ou totaux. On est quand même sur des périmètres qui dépassent le simple cadre à une application ou quelques applications pour prendre en fin de compte l'ensemble des services rendus par le système d'information de nos clients et l'amener sur cette logique en fin de compte de mise à disposition à la demande avec les performances attendues et les niveaux de sollicitation qui peuvent varier dans le temps et qui vont donc nécessiter l'élasticité en fin de compte de l'infrastructure qui se classique. Après, on a quand même un marché aujourd'hui qui est essentiellement dans la presse dominé par les acteurs américains de grand nom. C'est-à-dire qu'on a du Google, on a de Amazon qui sont très bien positionnés. Quand on réfléchit cloud, on a tendance à se dire, mais alors maintenant si je vais chez eux, qu'est-ce qui va arriver pour mes données? Donc, on se rend compte qu'il y a quand même un frein sécuritaire. Le premier niveau de frein, c'est souvent en fin de compte la confidentialité, la localisation précise des données. Où vont être mes données? D'autant plus que beaucoup de ces acteurs n'ont pas de représentation en termes de data center, je dirais en France, très faiblement implanté en France. Donc ça fait partie en fin de compte des avantages qu'on va retrouver avec l'acteur comme nous, français, dans le secteur Intrinsèque, c'est déjà d'avoir une petite garantie de la localisation des moyens. On n'est pas au bout du monde, on est avec des données qui sont maîtrisées, qui vont pouvoir répondre à la conformité réglementaire française, parce que là aussi c'est important. Est-ce qu'on ne va pas se mettre, j'ai envie de dire, en non-conformité avec notre propre réglementation en allant héberger ces infrastructures, je dirais dans les nuages, d'une façon un peu éthérique, sans pour autant maîtriser réellement en fin de compte leur implantation et puis la législation du pays dans lequel le data center est implanté. Il y a toujours en fin de compte un souhait d'avoir de la visibilité sur la réelle disponibilité des moyens. Il y a des caractéristiques de disponibilité qui sont affichées, qui sont souvent très fortes. Pour autant, on n'est pas toujours à la hauteur de ce qui est affiché. La traçabilité, les performances, la partie sauvegarde souvent n'est pas négligée. Quel niveau d'enfermement également je vais avoir, je vais chez un prestataire plutôt que chez un autre, comment je vais pouvoir un jour sortir de ce prestataire-là, revenir sur une infrastructure ou partir chez un autre prestataire. Comment je vais pouvoir récupérer les données. On a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui sont sur une logique d'acquisition avec des interfaces existantes pour pouvoir récupérer les données, les aspirer de là où elles sont, pas forcément des interfaces très claires pour pouvoir les récupérer quand on veut partir pour les changer. Et sous quel délai, sous quel format? Sous quel délai, sous quel format, par quel moyen, bon, tout ça existe. On a également en fin de compte, donc, autour de cette dimension, la dépendance au réseau. Parce qu'évidemment, on va pouvoir externaliser, aller mettre, je dirais, sur Internet, quelque part, sur un data center, mais est-ce que le niveau de disponibilité du réseau, donc ce que les caractéristiques de latence, du débit, vont être suffisantes pour m'offrir le service que j'ai aujourd'hui en interne avec, je dirais, les mêmes performances, les mêmes niveaux de service vu par l'utilisateur. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui pratiquent des facturations extrêmement précises, à la consommation très fine de ressources. Il n'y a pas toujours une grande facilité à prévoir la facture finale. On se rend compte des fois en fin de compte que la facture finale est très difficile à anticiper quand on est facturé sur des lectures-écritures, sur des consommations de bande passante, sur des processeurs qui s'ajustent plus ou moins en termes de consommation de temps. Tout ça, ça ne contribue pas à pouvoir réellement anticiper sa facture. Donc c'est des freins en fait qu'on a, et puis au-delà de tout ça, effectivement, il y a la notion de possession, très bien évoquée tout à l'heure par nos amis de l'ES. Il y a réellement, enfin, demain, enfin, c'est plus chez moi, c'est plus à moi. Que deviennent les gens également qui gèrent ça aujourd'hui? Il y a un changement de métier. Donc, tout ça, ça constitue en fin de compte des freins qu'on va rencontrer et sur lesquels il va falloir faire preuve de pédagogie pour expliquer comment tout ça, ça peut se passer, et également expliquer quels sont les garde-fous à mettre en place dans une relation comme celle-là
pour s'assurer en fin de compte que ça se passe avec tous les bénéfices, hein, sans avoir trop je dirais, des avantages qu'on pourrait imaginer. Oui, merci. Alors on y voit un petit peu plus clair. Olivier va encore nous éclaircir sur ce business cloud justement avec les différentes catégories peut-être d'acteurs. Il y a les pure players internet, on peut l'évoquer, il y a les opérateurs télécoms, et puis il y a ceux qui viennent de l'infogérance, ou ceux qui viennent. Oui, alors, en fait tous les sujets qu'on aborde depuis le début de cette intervention sont autour de l'infrastructure, et c'est bien le sujet. Une fois qu'on a cette technologie qui vient en plus des technologies existantes pour de l'infrastructure, on a maintenant la possibilité de virtualiser à peu près toutes les couches d'infrastructure. La question suivante, c'est qui va opérer ces infrastructures. On a évidemment toujours pas, ça ne solutionne pas ce problème-là. Et finalement, plus la vie est simple et plus les attributs sont clairs pour l'utilisateur final, on a parlé tout à l'heure de flexibilité, agilité, réduction des coûts et ainsi de suite. Donc on est bien dans une démarche de faciliter la vie de l'utilisateur final. L'utilisateur final étant dans ce cas-là un service informatique ou une entreprise qui ouvre un site web ou qui que ce soit. Quand on simplifie la vie de l'utilisateur final, donc, on complexifie d'une certaine façon la vie de l'opérateur, puisque c'est encore une couche de technologie en plus à maîtriser, et donc c'est ça en plus du réseau, en plus de la couche infrastructure physique, en plus de la partie système, application, base de données, et ainsi de suite. Donc effectivement, finalement la vraie question première qu'on doit se poser, je pense, quand on est une entreprise et qu'on choisit d'évoluer vers une solution cloud, c'est de savoir qui va l'opérer. Avant même de savoir quelle application je vais mettre sur quel cloud, c'est qui va l'opérer. Puisque si effectivement on choisit d'opérer ça en interne, il y a un certain nombre de questions auxquelles il va falloir trouver une réponse, évidemment. L'organisation à mettre en place. Exactement, l'organisation à mettre en place. Et encore une fois, c'est une couche de technologie en plus. Donc ça a tendance à complexifier la gestion, l'architecture et tout ce qui va être troubleshooting et ainsi de suite. Donc ça complexifie la partie opération et ça simplifie l'usage de l'infrastructure. C'est vraiment le pendant. Alors Philippe, si on est dans une table ronde, on peut protester. Absolument. On vient de parler d'infrastructure et je ne voudrais pas qu'on réduise le cloud computing à l'infrastructure. Ça me paraît tout à fait... c'est extrêmement important l'infrastructure. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, il y a débat sur le fait que est-ce que le cloud computing c'est de l'infrastructure ou est-ce que c'est autre chose que de l'infrastructure. Et là, Non, bien sûr, on est parfaitement en phase. Ce que je disais juste, c'est qu'effectivement, sur les différents types de cloud qui existent, alors, sans rentrer dans la définition qui nous a été faite en préalable, mais on parle d'infrastructure as a service, et c'est un petit peu la zone dans laquelle on a choisi de zoomer ce matin pour donner un éclairage autour de ces choses-là. Et voilà, donc c'était pour ça que je parlais d'infrastructure. Je pense qu'un des changements fondamentaux qu'apportent ces technologies de virtualisation et cette approche cloud pour l'infrastructure, c'est justement la différenciation beaucoup plus forte qu'auparavant entre l'applicatif et l'infrastructure. On parlait de possession tout à l'heure, je pense que la vraie possession et la vraie propriété de l'utilisateur final, c'est l'applicatif. Et c'est le service qui est rendu par l'application. Est-ce que ça doit tourner sur mes serveurs, sur des serveurs loués, sur des serveurs physiques, sur des serveurs dédiés, sur des serveurs chez moi, sur des serveurs ailleurs? Ça devient de moins en moins un problème. Et pour le coup, ça permet de recentrer le centre de gravité des vraies questions autour de l'applicatif et des sites utilisateurs. Voilà, exactement. Philippe est d'accord. Non, Philippe n'est pas d'accord. Non, je pense qu'il y a plus que des nuances à apporter, mais c'est la règle du jeu. Je vais revenir un petit peu dans le prolongement des interventions précédentes, parce que je vais avoir le rôle du méchant diable qui sort le drapeau rouge. Mais, Emmanuel a signalé les deux attraits majeurs. on les préfère orange, les drapeaux. On va y venir. Emmanuel a signalé les deux attraits majeurs. Le coût, la réduction des coûts. Alors, coût d'acquisition, coût de maintenance, coût d'exploitation, de quel coût on parle. Et elle a signalé surtout qu'un des gros attraits du cloud pour toutes les entreprises utilisatrices qui souhaitent le devenir, c'est la volonté de redevenir ou d'être encore plus agile. Parfaitement d'accord avec ce constat. Point numéro 1. Nous, dans nos infrastructures, je rappelle qu'on est opérateur de data center ou autre, et ce mot-là pèse. Ça veut dire qu'on voit arriver l'ensemble des acteurs de la chaîne, les pure players, les gorilles qui sont à tous les étages, depuis les plateformes, les infrastructures as a service et les solutions logicielles et applicatives qui diffusent par ce biais-là. Il y en a quelques-uns, on les Google, les Microsoft, les Salesforce, mais aussi l'ensemble des acteurs qui se positionnent sur l'une ou l'autre de ces composantes de la chaîne de leur cloud. Et donc, on regarde fonctionner et on aide, dans toute la mesure de nos